Alors, commençons tranquillement la présentation. Donc, juste pour vous me présenter moi-même. Donc, je suis détentrice d'un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l'UQAM, un certificat en psychologie également. J'ai complété une maîtrise en éducation concentration didactique et je suis présentement étudiante au doctorat en éducation à l'UQAM sous la direction d'Annie Charon et de Nathalie Bigra. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui m'a amenée à faire des études doctorales, je suis à la base donc une enseignante au premier cycle du primaire, mais aussi à l'éducation préscolaire 5 ans depuis 2007 au Centre de services scolaires de Laval. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'émergence de l'écrit, pour les pratiques enseignantes et aussi pour l'approche développementale. Et je me suis intéressée aussi à la formation initiale des enseignantes, notamment comme enseignante associée. J'ai accueilli quand même plusieurs stagiaires du BPEP de différentes universités. J'avais beaucoup aimé mon expérience et ça me donnait le goût donc de participer à la formation initiale là, comme chargée de cours, ce que je fais depuis 2021. Donc, voilà. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon projet de recherche de maîtrise. Donc, au départ, alors, il faut savoir que l'émergence de l'écrit, ça concerne tous les premiers apprentissages qui sont liés au langage oral, à la lecture et à l'écriture. Et on relève l'importance d'agir tôt dès l'éducation préscolaire parce qu'on se rend compte que déjà chez les enfants de 4 ans et 5 ans, on dénote des différences au niveau du développement, certaines vulnérabilités, notamment avec l'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle. On voit que ça, c'était l'enquête de 2018, là, un enfant sur 4 présentait des vulnérabilités dans au moins un domaine de développement. Je dois avouer que j'ai bien hâte de voir les prochains résultats de l'enquête parce qu'elle est en cours présentement. Donc, après la pandémie, ça risque d'être aussi assez intéressant à consulter. Et aussi, ce que les recherches nous démontrent, c'est que lorsqu'un enfant a des difficultés dès l'éducation préscolaire, il a tendance à traîner ces difficultés-là tout au long de son parcours scolaire. Ça a des répercussions là, à moyen et à long terme. Donc, c'est d'où l'importance d'agir tôt pour soutenir les enfants dans leur développement, notamment le développement langagier. Maintenant, pour ce qui est des pratiques enseignantes à l'éducation préscolaire, on sait qu'on connaît l'approche développementale qui est celle qui est mise de l'avant dans le programme cycle de l'éducation préscolaire, mais on sait aussi que dans les classes, on a une approche qui est plus scolarisante de préparation à la première année, donc qui est vraiment un petit peu à l'opposé de l'approche développementale. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de l'émergence de l'écrit, dans les pratiques enseignantes, on voit qu'il y a quand même des lacunes au niveau de la qualité de ce qui est offert aux enfants pour les soutenir au niveau du langage oral et écrit. Donc, il y a comme vraiment un souci à ce niveau-là. D'où pourraient provenir ces difficultés, ces lacunes-là? On pense notamment à la formation des enseignantes à l'éducation préscolaire qui est jugée généralement assez insuffisante. On parle, selon les universités, de 0 à 9 crédits qui sont consacrés à l'éducation préscolaire sur un baccalauréat de 120 crédits. Donc, il n'est pas surprenant après ça de constater que les enseignantes ont peut-être un manque de connaissances pour la façon de soutenir de façon adéquate les enfants de 4 ans et de 5 ans. Donc, ensuite, on s'est intéressé dans le cadre de ce projet de recherche-là aux pratiques plus spécifiques en émergence de l'écrit et chez les nouvelles enseignantes. Parce que ce qui est important aussi de constater, c'est qu'en fonction de l'approche développementale et de l'approche scolarisante, les postures des enseignantes peuvent être très, très, très variables. Et d'autre part, le développement des pratiques en enseignement s'effectue généralement dans les 5 premières années de l'entrée dans la profession. Et après ça, on voit vraiment une stabilisation des pratiques. Donc, c'est important de s'intéresser à ce que connaissent et à ce que font les nouvelles enseignantes. Donc, la question de recherche est la suivante. Quelles sont les pratiques en émergence de l'écrit de nouvelles enseignantes dans un contexte de maternelle 4 ans et 5 ans? Alors, la pertinence sociale du projet, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éducation préscolaire vise à favoriser la réussite éducative autant chez les enfants présentement à 4 et 5 ans que leur réussite éducative ultérieure au primaire. Et les recherches, donc, comme je vous disais, remettent en question la qualité des pratiques enseignantes au regard de l'émergence de l'écrit. Et c'est aussi intéressant de mieux saisir la réalité des nouvelles enseignantes parce qu'en fait, on s'intéresse peu à cette catégorie d'enseignantes dans les projets de recherche. Maintenant, pour la pertinence scientifique, comme je viens de vous le dire, on manque de données sur les pratiques des nouvelles enseignantes, particulièrement en contexte d'éducation préscolaire.
Et donc, ça permet un avancement des connaissances aussi concernant les pratiques qui touchent plus particulièrement l'émergence de l'écrit et de voir les liens qui peuvent être établis avec la formation initiale des enseignantes. Et ce que je voulais faire aussi avec ce projet de maîtrise-là, c'était d'avoir une description plus globale des pratiques enseignantes qui soutiennent l'émergence de l'écrit, parce que souvent, on va se concentrer sur un aspect très, très pointu. Alors moi, j'ai voulu un petit peu faire un portrait un peu plus général de ce qui se faisait dans les classes par les nouvelles enseignantes. Donc, voilà pour la problématique. Maintenant, pour le cadre conceptuel, bien, on avait un concept très important qui est l'émergence de l'écrit. Donc, nous, on avait choisi la définition de Rode. Alors, ce sont donc l'ensemble des connaissances, des habiletés, des attitudes qui sont développées par l'enfant, mais avant de recevoir un enseignement formel en première année du primaire. Donc, ça touche autant la lecture, l'écriture que le langage oral, mais on est dans la période environ du 0 à 6 ans, donc avant de recevoir un enseignement plus systématique en première année. Pour ce qui est des modèles de l'émergence de l'écrit, bien, il en existe plusieurs, mais il y en a 4 principaux là, qui sont ressortis de la recension des écrits. Parmi les premiers auteurs à avoir abordé ce concept-là, il y a Whitehurst et Lonergan en 1998, donc c'était vraiment assez innovant à l'époque. Par la suite, Sénéchal et ses collaboratrices ont fait un autre modèle en 2001 qui était un peu une critique de Whitehurst et Lonergan, mais qui reprenait quand même certains éléments. On a le modèle de Giasson aussi qui est assez connu au Québec et finalement le modèle de Rode qui est un petit peu plus récent et dont je vais vous parler un petit peu plus en détail ici parce que c'est le modèle qu'on a choisi dans le cadre de ce projet de recherche-là. Donc, il intègre quand même les composantes principales qu'on va retrouver dans les autres modèles, c'est-à-dire le langage oral, bien entendu, qui est le socle du langage écrit, la conscience de l'écrit qui inclut toutes les connaissances liées à l'alphabet, les conventions, les fonctions de l'écrit et bien sûr la conscience phonologique. Donc, vous voyez qu'à l'intersection de ces composantes-là, il y a différentes habiletés plus complexes qui sont développées par l'enfant et la plus complexe étant celle au centre, c'est-à-dire quand l'enfant est en mesure d'écrire. Ce qu'on voit généralement plus à la fin de la maternelle 5 ans lorsque l'enfant commence à vraiment faire des tentatives d'écriture. Ce qui distingue un peu le modèle de Rode des autres modèles, c'est qu'elle laisse une large part au contexte dans lequel évolue l'enfant, c'est-à-dire sa culture, ce que sa communauté peut lui apporter au regard de la lecture, de l'écriture et ses expériences personnelles aussi, donc les caractéristiques de l'enfant et comment il vit ses apprentissages en classe d'éducation préscolaire. Ensuite, dans le cadre du mémoire, ce que j'avais fait, ayant lu là, au regard de plusieurs modèles, j'avais établi un genre de tableau récapitulatif pour essayer de voir comment on pouvait recouper tous ces éléments d'information-là. D'abord, donc dans la première colonne, on a les principes d'intervention qui touchent plus l'approche développementale, donc l'environnement psychologique de la classe. Ici, vous voyez, on est plus dans les interactions entre l'enseignante et les enfants, l'exploration par les enfants. Maintenant, on l'appelle, nous, plutôt environnement interactif, justement. Alors, ensuite, on a l'environnement physique de la classe. Donc, là, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans la classe en termes de mobilier, de matériel de manipulation, de livres, de jeux. Donc, on a vraiment ces deux aspects-là qui peuvent être étudiés au regard des principes d'intervention. Donc, maintenant, dans les types d'habiletés qu'on cherche à développer lorsqu'on soutient l'émergence de l'écrit, on a vraiment deux grandes catégories d'habiletés. Les habiletés de bas niveau. Donc, c'est tout ce qui concerne le décodage. Lorsque l'enfant est capable, par exemple, de lire une syllabe simple, comme elle a fait là, par exemple. Donc, ça relève de la connaissance du nom des lettres et du développement de la conscience phonologique en général pour amener progressivement l'enfant à développer le principe alphabétique. Donc, arriver à décoder le système français en lecture. Mais ce qu'on doit aussi développer chez les enfants, ce sont les habiletés de haut niveau qui, elles, vont toucher davantage la compréhension, le développement du vocabulaire, donc le langage oral, la capacité de l'enfant à faire des inférences, des prédictions, à raisonner sur ce qu'il lit, sur ce qu'il entend. Et finalement,
Si on met ça en parallèle avec le modèle de Rowell, on voit que les habiletés de bas niveau vont davantage correspondre à la conscience de l'écrit et à la conscience phonologique, donc pour mener l'enfant à décoder les mots, alors que les habiletés de haut niveau sont davantage liées au développement du langage, donc le vocabulaire, la communication, la sémantique et les connaissances antérieures de l'enfant. Donc, c'est important de développer ces deux types d'habiletés-là pour soutenir vraiment le développement du langage oral et écrit. Maintenant, un autre concept qui est important dans le cadre de ce projet de recherche-là, c'est ce qu'on entendait par approche pédagogique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les enseignantes vont souvent se situer sur un continuum entre l'approche scolarisante et l'approche développementale. On est rarement d'un côté ou de l'autre vraiment entièrement. On oscille souvent entre les deux types d'approches développementale et scolarisante. Et maintenant aussi, on est dans le cadre de ce projet de recherche-là, on est dans les pratiques déclarées. Donc, on a soumis aux enseignantes participantes des questionnaires, on a fait des entretiens. Et donc, les pratiques déclarées, c'est le dire sur le faire, selon Clanet. Et c'est quand même une dimension incontournable des pratiques enseignantes. Donc, ici, on va aller voir les intentions, les choix, les décisions des enseignantes et donc tout ce qui relève davantage de leur conception. Pour vous expliquer pourquoi on était dans les pratiques déclarées avec ce projet de recherche-là, à la base, il devait se faire avec des observations en classe, mais il faut comprendre que les observations devaient avoir lieu en mars 2020. Alors, vous devinez ce qui est arrivé, vous en doutez. Donc, on a dû vraiment changer un peu le projet de recherche et aller davantage chercher les pratiques déclarées des enseignantes. Donc, pour ce qui est des objectifs spécifiques de recherche, nous en avions deux. Alors, le premier, en tenant compte des approches pédagogiques utilisées et du contexte dans lequel évoluent les nouvelles enseignantes, décrire les pratiques déclarées qui se rapportent aux principes d'intervention en émergence de l'écrit au regard de l'environnement psychologique et de l'environnement physique de la classe. Et comme deuxième objectif, décrire les pratiques déclarées des nouvelles enseignantes qui soutiennent le développement des habiletés de bas niveau et de haut niveau en émergence de l'écrit. Alors, comment on a fait pour répondre à ces deux objectifs-là? Donc, ici, on était dans une recherche qualitative, interprétative à caractère descriptif, où on cherchait vraiment à comprendre un phénomène social et du point de vue et selon l'expérience des personnes qui est impliquée, donc en utilisant leurs mots, leur verbalisation. On cherchait vraiment à dégager la signification de leurs paroles et de leur comportement. Donc, nos participantes, alors ce qu'on souhaitait lorsqu'on a fait le recrutement, c'était avoir des enseignantes qui avaient 5 ans et moins d'expérience en enseignement, ce qui est généralement reconnu comme la période d'insertion professionnelle. Et nos participantes donc, étaient donc une enseignante de maternelle 4 ans et 5 enseignantes de maternelle 5 ans. Donc, nous avons utilisé un questionnaire qui avait été d'abord envoyé aux enseignantes pour qu'elles puissent répondre à certaines questions sur leur pratique en émergence de l'écrit. Et certaines de ces questions étaient basées sur l'outil ELCO, qui est un outil plus quantitatif qui évalue vraiment la qualité de l'environnement éducatif en émergence de l'écrit, mais on s'était servi de certains indicateurs pour pouvoir formuler nos questions. Et à la suite du questionnaire, les participantes donc répondaient à des questions lors d'un entretien semi-dirigé, qui était fait à distance, bien sûr. Ensuite, pour l'analyse des données, donc on a procédé à une analyse inductive délibératoire, c'est-à-dire qu'on avait déjà un cadre conceptuel qui nous donnait certains éléments, donc certaines catégories d'analyse préétablies, mais il s'en est ajouté en cours de route, bien entendu, avec les réponses des participantes. Donc maintenant, pour ce qui est des résultats du projet, alors, ce qui est ressorti grandement, donc, c'était le contexte. Donc, on en a parlé tout à l'heure dans le modèle de l'émergence de l'écrit, l'importance du contexte pour le développement de l'enfant, notamment en émergence de l'écrit. Alors, ce qu'on peut voir d'abord, c'est qu'il y avait quand même 4 enseignantes qui étaient dans un milieu multiculturel, donc très diversifié au niveau des enfants. Et aussi, elles nous ont parlé beaucoup du milieu socio-économique et de la façon dont ça affectait les ressources auxquelles elles avaient accès. Donc, certaines enseignantes étaient dans un milieu très défavorisé et nous disaient, moi, j'ai peu de livres dans ma classe, j'ai peu accès à des livres, je n'ai pas accès à une bibliothèque municipale. Donc, on voyait que ça avait vraiment un impact sur ce qu'elles pouvaient offrir aux enfants en classe.
Et versus, par exemple, on avait une enseignante qui était dans un milieu très favorisé, où il y avait beaucoup de livres en classe, où il y avait des activités d'organiser, donc avec les parents. Alors, il y avait accès à un grand nombre de ressources. Elles nous ont aussi parlé de leur formation et de leur expérience très variée. Donc, certaines enseignantes avaient une formation initiale qui était pas, où elles n'avaient pas nécessairement eu de cours à l'éducation préscolaire, d'autres avaient eu des cours et des stages. Donc, c'était très, très différent comme formation et aussi au niveau de l'expérience. Certaines avaient eu beaucoup de formation continue et d'autres très peu. Et ce qui est ressorti aussi des propos des enseignantes, c'est l'implication vraiment ponctuelle de la communauté, parce que dans le modèle, on le voit, la communauté peut apporter quand même des éléments intéressants pour soutenir l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais elle nous disait, c'est assez rare qu'on a des ressources extérieures, exemple la bibliothèque municipale ou des animations en classe, c'était assez rare pour ces enseignantes. Donc, au regard des approches pédagogiques, alors, il y avait quand même 3 enseignantes sur 6 qui disaient qu'elle implantait l'approche développementale dans sa classe et que le jeu au quotidien, ça, c'était très important pour toutes les participantes. Aucune enseignante ne nous mentionnait l'approche scolarisante comme étant une approche utilisée dans sa classe et pourtant, 5 d'entre elles mentionnaient des pratiques qui relevaient davantage de l'approche scolarisante. Donc, par exemple, faire copier des lettres aux enfants, faire des tâches qui relevaient davantage de la première année. Et 5 d'entre elles aussi utilisaient un matériel commercial pour l'enseignement systématique des lettres. Et 2 de ces participantes-là mentionnaient toutefois qu'elles trouvaient que c'était très lourd comme matériel, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place et que c'était assez rare qu'elles le mettaient vraiment en place de façon à 100%. C'était trop lourd comme programme pour l'enseignement des lettres. Pour ce qui est de l'environnement physique, 5 enseignantes quand même mentionnaient qu'elles avaient un coin lecture dans leur classe, 4 d'entre elles quelques jeux liés à l'écrit. Pour ce qui est de l'ajout de livres dans les autres coins de la classe, alors on en avait 2 qui mentionnaient avoir mis des livres dans le coin des blocs et 3 au coin des jeux symboliques. Mais pour le matériel d'écriture, c'était un petit peu moins mis en place dans les classes. Donc, il y avait rarement du matériel qui était ajouté dans les différents coins de la classe pour stimuler l'écriture chez les enfants. Pour ce qui est de l'affichage dans la classe, une seule mentionnait qu'elle avait un alphabet qui était accessible, c'est-à-dire que les enfants pouvaient l'avoir à la hauteur de leurs yeux. 4 d'entre elles donc, mentionnaient que l'horaire était vraiment affiché dans la classe et le calendrier aussi, ça faisait partie des affichages qui étaient le plus souvent mentionnés. Maintenant, pour l'environnement psychologique ou interactif, donc, toutes les enseignantes mentionnaient faire une période de lecture partagée ou interactive au quotidien. Le message du jour semble être une pratique très instaurée aussi dans les classes, comme dans les routines du matin notamment. Et beaucoup d'enseignantes nous parlaient du développement du langage oral et du vocabulaire, comme quoi c'était très important, particulièrement dans les milieux défavorisés où il y avait des enfants qui étaient en apprentissage du français. Pour elles, c'était vraiment un aspect important de leur pratique. Et elle mettait aussi beaucoup l'emphase sur les interactions avec les enfants et sur le fait de permettre aux enfants de s'exprimer oralement. Maintenant, pour ce qui est de la conscience phonologique, qui était une autre composante du modèle de Rowe, donc la plupart des enseignantes mentionnaient qu'elles travaillaient les syllabes avec les enfants de façon ludique, par exemple taper dans les mains, sauter dans des cerceaux. Les phonèmes aussi, donc les sons dans les mots. Et les rimes, mais ça, c'était beaucoup moins mentionné comme pratique pour soutenir le développement de la conscience phonologique. Maintenant, pour la conscience de l'écrit et les connaissances des lettres, il y en a quand même 4 qui mentionnaient qu'elles le mettaient vraiment en pratique dans leur classe de façon régulière. Maintenant, quand on voulait voir si elles développaient autant les habiletés de bas niveau que de haut niveau, en recueillant les propos des participantes, on se rendait compte que les habiletés de bas niveau, donc celles qui soutiennent plus le décodage de mots, c'était des activités qui étaient beaucoup plus fréquentes, donc lorsqu'on travaillait la connaissance des lettres et la conscience phonologique. Et que les habiletés de haut niveau, elles étaient beaucoup moins mentionnées, notamment le développement, à part bien sûr le vocabulaire qui était quand même travaillé lors de la lecture partagée et quelquefois les stratégies de compréhension, mais on sentait que d'après les propos, ça ne faisait pas partie de leur pratique aussi fréquemment que le développement des habiletés de bas niveau.
Ensuite, pour ce qui est de leur formation, donc c'était quand même un aspect important à questionner puisque c'était des enseignantes en insertion professionnelle. Alors, lorsqu'on leur demandait au regard de la formation initiale, est-ce qu'elles avaient eu des cours qui touchaient ou qui portaient spécifiquement sur l'éducation préscolaire, elles nous disaient oui, mais peu. Donc, on sait que dans les universités, c'est entre 0 et 2 cours à l'éducation préscolaire. Et l'émergence de l'écrit aussi était peu abordée. Donc, d'après les enseignantes, la plupart nous disaient non, on n'a pas vraiment vu ça dans nos cours en formation initiale. Maintenant, pour ce qui est de la formation initiale, mais pratique, donc 3 enseignantes avaient fait un stage court de 5 semaines à l'éducation préscolaire, 2 enseignantes avaient fait un stage long de 9 semaines et une enseignante, aucun stage à l'éducation préscolaire. Et lorsqu'on les questionnait sur les sources d'influence lors de leur période d'insertion professionnelle, qu'est-ce qui les influençait dans leur pratique en émergence de l'écrit? Mais beaucoup nous disaient, mais c'est les collègues. Donc, si les collègues font tel type de pratique, tel matériel commercial, j'ai tendance à suivre. D'autres nous disaient, mais c'est la direction d'école, souvent qui me dit quoi faire, je dois appliquer telle pratique, je dois appliquer tel matériel. Et une seule a mentionné qu'elle recevait le soutien d'une conseillère pédagogique pour ses pratiques en classe. Donc, maintenant, pour la discussion, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'elle nous parlait beaucoup, les enseignantes, donc des sources d'influence et alors qu'elle ne s'attardait pas à dire, ben moi, j'ai une approche scolarisante, on dirait qu'elles se sentent un peu forcées d'adopter de telles pratiques-là, qu'elles subissent comme une pression, justement, du milieu, malgré le fait qu'elles aient reçu une formation qui est axée sur l'approche développementale. Donc, c'est ce qu'on leur enseigne habituellement dans les cours à l'éducation préscolaire, mais quand elles arrivent dans le milieu, on leur dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois appliquer une approche qui est beaucoup plus systématique, qui va préparer les enfants à la première année. Donc, malgré leur formation initiale, lorsqu'elles arrivent sur le terrain, c'est un peu différent. Maintenant, comme on a vu, le contexte joue un rôle important donc, au regard de leur pratique, particulièrement dans le cas du développement du langage oral. Donc, si elles sont en milieu multiethnique, comme on disait tout à l'heure, elles vont beaucoup axer leur pratique là-dessus. Et aussi, l'accès à des ressources là, va être très affecté par le contexte dans lequel est leur école, notamment. Et aussi, bon, l'apport qui est plus ou moins intéressant là, de la communauté. Là, en fait, il y en a très peu. Et ça correspondait aussi à des résultats de l'étude de Jappel et de Justice qui avaient constaté à peu près les mêmes choses dans leurs recherches. Maintenant, ce qu'on a constaté aussi, c'est que de ce que les enseignantes nous disent, il y a peu de livres ou de matériel d'écriture qui va être ajouté dans les différents coins de la classe. Donc, même des fois, elles nous disaient qu'elles avaient à peine une dizaine de livres pour un groupe de 10-15 enfants, donc très peu de livres, donc encore moins dans d'autres coins de la classe que dans le coin lecture. Et c'était tout à fait en accord avec les résultats de la recherche de Drainville et Charon qui avaient constaté la même chose dans des maternelles 4 ans. Maintenant, encore là, on constate aussi qu'elle nous affirme qu'il y a vraiment une accessibilité restreinte pour certains écrits. Donc, par exemple, l'alphabet, on s'attendrait à voir ça vraiment accessible aux enfants, mais ce n'est pas souvent, parfois ça va être affiché en hauteur dans le local, donc les enfants le voient peu. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les liens entre leurs connaissances et puis leur pratique en émergence de l'écrit. Et dans sa recherche, Piasta le démontre très bien qu'il y a vraiment une problématique à cet égard. Comment peut-on demander aux enseignantes de mettre en place des pratiques de qualité si elles n'ont pas les connaissances requises pour le faire? Et bien entendu, ça nous amène à réfléchir sur leur formation initiale, qui est vraiment minimale à l'éducation préscolaire et qui serait vraiment à bonifier dans les prochaines années. Et aussi, ce qui est ressorti des propos des enseignantes et ce qui correspondait également aux résultats de Baillargeon et Skacter, c'est vraiment que les enseignantes ont un besoin d'encadrement et de soutien en début de carrière, alors qu'elles en reçoivent assez peu. On l'a vu, il n'y avait qu'une seule enseignante qui avait eu le soutien d'une conseillère pédagogique. Donc, elles ont manifesté vraiment ce besoin d'encadrement-là lorsqu'elles commencent à enseigner en classe d'éducation préscolaire. Et donc, en conclusion, donc on voit toute l'importance du développement du langage oral et écrit dès l'éducation préscolaire. Ça, ce n'est plus c'est vraiment très important, ce n'est plus à remettre en question.
Et on voit aussi que les approches pédagogiques sont un petit peu à la confluence de la formation initiale et donc que les enseignantes, elles subissent différentes influences et même une forme de pression lorsqu'elles commencent à l'éducation préscolaire. On a vu aussi que globalement, c'est souvent le langage oral et la lecture qui sont davantage abordés que l'écriture, tant dans les pratiques que aussi dans le matériel qui est offert en classe. Aussi, ce qui est à retenir, c'est que les habiletés de bas niveau sont souvent grandement travaillées, développées, alors que celles de haut niveau le sont beaucoup moins. Et on sait que ça a un impact ensuite lorsque l'enfant apprend à lire au premier cycle du primaire. Si on n'a pas développé les stratégies de compréhension, oui, il peut décoder, mais s'il ne comprend pas, il va avoir vraiment des difficultés qui vont s'accumuler après ça au deuxième et au troisième cycle du primaire. Et on a vu aussi que le contexte était important là, au niveau de la vulnérabilité des enfants. Bien, les contextes socio-économiques vont jouer un grand rôle là-dessus et bien sûr sur la disponibilité des ressources. Et donc, les limites de l'étude, nécessairement, ici, on était dans les pratiques déclarées. Donc, elles peuvent être incomplètes, il peut manquer des informations et aussi, elles peuvent être sujettes à la désirabilité sociale. La formulation des questions de l'entretien pourrait laisser sous-entendre que les enseignantes adoptent déjà certaines pratiques. Donc, comme je vous disais, elles avaient un peu de mal des fois à mettre des mots sur leurs pratiques. Donc, approche développementale, approche scolarisante, ça ne leur disait pas grand-chose, mais dans la formulation des questions, à un moment donné, il fallait comme que je leur donne des exemples pour qu'elles puissent arriver à élaborer une réponse. Et bien ça pouvait être une limite parce que ça peut leur, justement les induire à donner certaines réponses. Et aussi, bon, évidemment, c'est un échantillon assez restreint. Donc, on avait une seule classe de maternelle 4 ans. Alors, donc, c'est sûr que ça limite la portée des résultats en raison de la taille de l'échantillon. Et donc, les pistes de recherche futures, eh bien, évidemment que ça serait intéressant de faire des observations directes en classe. Alors, je me suis dit, bien, pourquoi pas, je vais faire une thèse à ce moment-là. Alors, voilà, c'est ce que je suis en train de faire présentement. Donc, c'est en cours, mais effectivement que c'est très riche de faire des observations directes. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant d'étudier aussi, c'est les sources d'influence. Donc, surtout celles qui touchent les pratiques en émergence de l'écrit. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose à aller creuser à cet égard-là. Et je pense que mes collègues, Mesdames Marinova et Drainville, s'intéressent beaucoup à la question parce que justement, ça a tellement un impact important sur les pratiques des enseignantes. Évidemment aussi, ce qui pourrait être intéressant d'étudier, c'est comment accompagner ces nouvelles enseignantes-là, comment justement leur fournir les connaissances qu'elles n'ont peut-être pas reçues lors de la formation initiale. Et maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est un devis quantitatif avec un échantillon plus vaste, avec plus de classes, donc plus d'enseignantes pour aller chercher des données peut-être un petit peu plus précises. Et ce qui va être intéressant d'étudier aussi, c'est les effets de l'implantation du programme SIG, donc qui est en vigueur depuis l'automne 2021. Alors là aussi, on a senti des tiraillements lorsque le programme a été mis en vigueur. Alors, et il y a quand même eu des différentes discussions au niveau de l'émergence de l'écrit. Donc, je pense que ça peut être intéressant de voir après une année d'implantation comment les enseignantes se sentent là-dedans, autant les nouvelles que les enseignantes expérimentées. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller étudier les conceptions des enseignantes. Donc, comment elles se positionnent sur le continuum des approches pédagogiques, vraiment de les faire s'exprimer sur pourquoi elles sont peut-être plus dans une approche développementale ou scolarisante. Moi, je sentais qu'à cet égard-là aussi, elles avaient un peu de mal à exprimer et à vraiment se situer dans leur pratique. Donc, ça pourrait être intéressant pour le futur. Et donc, vous avez ici un code QR pour la liste des références.